On vous accueille aujourd'hui pour un duo. Vous voyez qu'on a fait cette année la Semaine du cerveau à Neuropsy pour la première fois, en collaboration avec Neurospin, qui a l'habitude de faire ce genre d'événement depuis longtemps. Donc, le comité d'organisation a aussi comprend mes deux comparses qui sont debout là, qui sont Christine Doublé et puis Frédéric Tacnet, et avec lesquels on a concocter le programme qui nous intéresse. Et notre but, c'était aussi de montrer la complémentarité entre les équipes de Neuropsy et de Neurospin. Et pour l'illustrer, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux chercheuses, Valérie Doyer, qui est directrice de recherche à Neuropsy, et Marion Newland, qui est chercheuse en neurosciences à Neurospin. Et j'ajouterais que Marion fait partie des membres de l'équipe de France apnée AIDA et qu'elle est médaille d'or de sa spécialité. C'est ce que Valérie m'a dit, en tout cas. Tu réfutes cette information? Médaillée en tant qu'apnéiste dans cette discipline. Voilà. Donc, je leur donne la parole pour adaptation cérébrale aux conditions extrêmes, l'exemple de l'apnée. Merci. Alors merci d'être présent aujourd'hui. On va donc faire un duo avec Valérie. Vous allez comprendre pourquoi. On a chacune un peu nos spécialités. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Et dans ce projet, on a réuni nos compétences en neurosciences pour un projet qui est transversal, qu'on va vous permettre de découvrir. Transversal, c'est-à-dire interespèce entre l'homme et l'animal, et qui porte sur l'adaptation cérébrale aux conditions extrêmes. Et on prend l'exemple de l'apnée sportive. Alors, pour commencer cet exposé, en fait, on va commencer par définir la notion d'hypoxie. Il y a deux cas d'hypoxie qu'on va bien différencier. La plupart du temps, on rencontre l'hypoxie dans une situation qui est dite accidentelle pour le cerveau. La définition de l'hypoxie, c'est l'état d'oxygénation qui est insuffisante de certains tissus ou de l'organisme entier. Il y a des structures du cerveau qui vont être les plus sensibles à l'hypoxie, et parmi ces structures cérébrales qui sont les plus sensibles à l'hypoxie, on va retrouver une région qui nous intéresse particulièrement, qui s'appelle l'hippocampe. Et l'hippocampe est une structure très interne qu'on va retrouver bien sûr dans différentes espèces animales. Chez l'homme, c'est une structure qui va être responsable du stockage des souvenirs tout au long de la vie, des souvenirs qu'on dit épisodiques, c'est-à-dire des souvenirs qui sont contextualisés dans le temps et dans l'espace. Et cette structure est particulièrement sensible à l'hypoxie. On va la retrouver aussi chez un autre animal, dans beaucoup d'espèces animales. Celui qui va nous intéresser ici est le rat. On a ici une représentation de l'hippocampe chez l'homme, qui est localisé dans la face interne du lobe temporal. Et chez le rat, on va la retrouver aussi dans une situation interne. Cette structure sensible à l'hypoxie va donc souffrir dans différents cas pathologiques. Typiquement, ça va être le cas de l'hypoxie dite périnatale. Donc, ce sont des nourrissons qui vont souffrir à la naissance d'un manque d'oxygène. Et cette hypoxie peut être plus ou moins sévère et donc va entraîner une affection de l'hippocampe qui va bien sûr après pouvoir récupérer, mais qui va pouvoir entraîner des effets sur le développement de l'hippocampe et pouvoir par la suite entraîner des déficits amnésiques. On va aussi avoir la problématique du syndrome de détresse respiratoire, c'est le cas des nouveau-nés prématurés, où là encore, on va pouvoir observer dans le développement hippocampique des déficits amnésiques. Donc, en fait, ça nous intéresse d'essayer de comprendre comment l'hippocampe pourrait récupérer à la suite d'affections dites accidentelles dans le cas d'hypoxie. Et étant moi-même apnéiste, au début, quand j'ai commencé l'apnée, je me suis dit, en voyant les performances en apnée, l'hippocampe doit être en souffrance, qu'est-ce qui va se passer, comment l'hippocampe peut s'adapter à une telle hypoxie, et la grande différence au final entre la situation précédente que je vous ai présentée, qui est l'hypoxie accidentelle, et dans d'autres cas où on va être plutôt du côté sportif, ce qu'on va retrouver dans les sportifs qui font de la haute altitude, ou encore là dans l'apnée sportive, c'est qu'il va y avoir un entraînement progressif qui va permettre au cerveau de s'adapter progressivement à une hypoxie qui cette fois-ci va être dite volontaire. À la différence du moment où c'est accidentel, où le cerveau n'est pas préparé, là on va progressivement
entraîner le système nerveux à s'adapter à une hypoxie. Donc, je me suis dit au début que c'était un très beau modèle d'études en neurosciences pour essayer de comprendre les mécanismes d'adaptabilité au niveau du système nerveux dans ce modèle d'hypoxie dite volontaire. Alors, qu'est-ce que l'apnée sportive? L'apnée sportive, sa définition, c'est une forme de plongée sous-marine basée sur l'interruption donc volontaire de la ventilation, ce qui doit bien être différencié des cas pathologiques que je vous ai présentés précédemment, ou encore de l'apnée du sommeil, ou tout autre type de pathologie où on va avoir une interruption de la respiration qui n'est pas volontaire. Là, on est dans le contrôle de la ventilation. Il existe différentes disciplines en apnée sportive qu'on ne va pas recouvrir toutes ici. Vous avez ce qui s'appelle l'apnée statique, où là, l'apnéiste en fait va être sans mouvement et va devoir aller chercher un temps sans bouger, sans l'absence donc d'oxygène extérieur évidemment. Il faut savoir que dans ce cas-là, le record actuel au record mondial est de l'ordre de 11 minutes 35. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'apnée dynamique qui peut être pratiquée avec ou sans palme. Du coup, là, en ce moment, les records, pour vous donner une petite idée, sont de l'ordre de 321 mètres ou 306 mètres en piscine. Donc, l'idée, c'est de partir sur une inspiration de départ et puis nager pendant tout ce temps. Donc, si vous voulez un rapport entre temps et mouvement, c'est des apnées qui vont durer entre 3 et 4 minutes. Tout le jeu, en fait, c'est de faire le compromis entre la consommation évidemment d'énergie cellulaire et d'oxygène par les muscles et en même temps ce temps d'inspiration qui doit être emmené tout le long de l'apnée. Et puis vous avez aussi l'apnée en profondeur qui elle est pratiquée en mer, qui va encore demander une autre adaptabilité du système nerveux, où là le record actuel est de 133 mètres en palme. Là, il va y avoir une autre problématique qui va être la compensation au niveau des oreilles et puis un autre système d'autorégulation cérébrale puisqu'il va falloir s'adapter à la pression au fur et à mesure qu'on descend en profondeur. Donc c'est 133 mètres pour descendre et bien sûr 133 mètres pour remonter aussi. Donc il faut savoir gérer toutes ces capacités à la fois pour descendre et pour remonter. Donc les points communs entre toutes les disciplines, évidemment c'est la gestion du manque d'air, donc cette adaptabilité à l'hypoxie, et puis aussi la consommation d'énergie cellulaire pour pouvoir avoir l'entrée en énergie métabolique en glucose et en oxygène qui, comme je vais vous le rappeler, va être transformée en énergie cellulaire. Donc au final, pour pouvoir arriver à de tels records, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça va nécessiter, comme tout sportif, un entraînement. Là, on est sportif haut niveau. Et je me suis dit que c'était une véritable énigme neurobiologique. Et c'est comme ça que je me suis rapprochée de Valérie pour lui dire on a ici un beau projet pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau cérébral, tant du point de vue des aires cérébrales que du point de vue cellulaire, comment le cerveau s'adapte à une telle hypoxie. Du coup, évidemment, comme je vous l'ai dit, pour comprendre ces mécanismes, on va passer par un entraînement progressif en apnée qui va entraîner une adaptabilité. Et nos questions se portent à différents niveaux. Ils se portent sur le niveau cognitif et mnésique, puisque je vous le rappelle, cette structure qui nous intéresse et qui est sensible à l'hypoxie est notamment impliquée dans la mémoire des épisodes tout au long de notre vie. On s'intéresse à la neuroanatomie, pour nous donner des indications du nombre de cellules qui est oui ou non préservé, les aspects cérébrovasculaires, les aspects métaboliques et les aspects cellulaires. Alors, tout d'abord, comment se pratique un entraînement progressif en apnée? Il y a, pour pouvoir progresser en apnée, d'abord une tolérance au dioxyde de carbone, parce que ce qui va nous donner d'abord envie de respirer, ce n'est pas le manque d'oxygène, mais c'est l'augmentation du dioxyde de carbone. On a des récepteurs au dioxyde de carbone qui vont être très sensibles au CO2. Et avant de pouvoir tolérer le manque d'oxygène, on s'entraîne progressivement en apnée pour tolérer d'abord cette augmentation du dioxyde de carbone qui va nous déclencher l'envie de respirer. Donc, c'est les premières phases quand on s'entraîne en apnée. Et justement, quand on regarde ces courbes-là, en fait, vous avez au début de l'entraînement en apnée une augmentation du CO2 qui est aussi liée
à l'énergie qui est dépensée par les muscles. Et puis en même temps, vous avez un croisement avec une diminution de l'oxygène. Et tout le jeu, en fait, c'est de ne jamais dépasser la diminution de l'oxygène alors que le dioxyde de carbone augmente. Alors vous avez tous déjà vu le Grand Bleu, j'imagine, avec le japonais qui fait une hyperventilation avant de partir et puis finalement qui tombe dans les pommes avant même de faire sa plongée. C'est justement ce qu'il faut éviter parce qu'en hyperventilant, on augmente son dioxyde de carbone et finalement on rate la rupture avec la descente de l'oxygène. C'est la raison pour laquelle on ne doit jamais faire d'apnée tout seul et qu'on est toujours surveillé pour faire de l'apnée parce qu'il faut toujours sortir de son apnée en écoutant finalement son dioxyde de carbone qui nous donne envie de respirer avant que l'oxygène soit diminué. Autrement, c'est la syncope. Et du coup, on s'entraîne d'abord à tolérer son dioxyde de carbone avant que l'oxygène ait diminué. Donc ça, c'est l'entraînement progressif. Et puis, on a différents indicateurs en apnée, notamment ce qu'on appelle le réflexe d'immersion, qu'on partage avec tous les mammifères marins, qui est de moins en moins présent chez nous parce qu'on n'est plus dans l'eau, mais qu'on partage encore avec tous les mammifères marins, à savoir qu'on a des capteurs sur le visage qui vont réagir immédiatement dès que vous mettez la tête dans l'eau, qui sont reliés au système nerveux également, et qui vont immédiatement entraîner, dès que vous mettez la tête dans l'eau, chez tout le monde, que vous soyez apnéiste ou non apnéiste, une bradycardie. C'est immédiat, hein, c'est un réflexe immédiat. Le bradycardie, c'est une diminution du rythme cardiaque et ça va également entraîner une vasoconstriction vers les organes cibles, notamment le cerveau, le cœur et les poumons. Et puis pour les personnes qui sont très entraînées, la rate peut également réagir pour fabriquer des globules rouges de sorte que l'oxygène soit favorisé, transporté plus facilement. Du coup, en fait, comment le cerveau va pouvoir s'adapter pour obtenir de l'énergie cellulaire dans une telle situation? Alors ça, c'est un petit rappel pour comprendre finalement qu'est-ce qui nous questionne. Les sportifs connaissent bien l'obtention de l'énergie cellulaire. Donc là, ce qui est représenté, c'est une cellule, ce qu'on appelle les cellules eucaryotes. C'est les différentes cellules qu'on a dans l'organisme. Après, les cellules ont toutes leurs particularités en fonction de ce qu'elles ont à faire. Mais ça, c'est une cellule qui a en commun un système avec un noyau. Et puis nous, ce qui nous intéresse ici, c'est cet organite qu'on appelle la mitochondrie et qui va devoir produire à partir des glucides que nous ingérons, tout ce qui est métabolique, produire en sortie notre énergie cellulaire qui va être prise en compte par les muscles, par le cerveau, parce que les muscles ne comprennent pas ce que c'est que le glucose, le cerveau ne comprend pas ce que c'est que le glucose. Il faut transformer nos sucres en énergie cellulaire. Et là, il va y avoir deux situations. Il y a la situation qu'on appelle aérobie, c'est la situation où on a l'arrivée d'oxygène. Et dans ce cas-là, on va avoir l'entrée par ce qu'on appelle les glucides, donc les sucres, la respiration aérobie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une transformation des glucides par ce qu'on appelle la mitochondrie, l'organite dans nos cellules, qui va être capable de dégrader les glucides pour produire de l'énergie cellulaire selon un mécanisme biochimique qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ici et qui va être directement utilisable après par nos neurones, par nos muscles. Et puis il y a une autre situation qui va nous intéresser en apnée, qu'on appelle la situation anaérobie, où là, en fait, s'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut plus passer par la mitochondrie. Elle ne sait pas dégrader les sucres s'il n'y a pas d'oxygène. Donc il faut qu'on utilise une autre voie, et la nature a bien pensé les choses, et dans ce cas-là, l'autre voie qui va être utilisée va permettre en fait de produire du lactate et produire de l'énergie cellulaire. Donc on a un mécanisme en parallèle qui peut être utilisé quand il n'y a pas d'oxygène. Cette situation est bien connue chez les sportifs dans l'utilisation des muscles, ce qu'on appelle les filières énergétiques. Et en fonction des activités sportives, les muscles savent aller recruter de l'énergie cellulaire dans ces différentes filières. Du coup, quand on va par exemple faire une activité très longue comme de l'ultra-trail ou des grands marathons,
On va plutôt être dans la situation dite d'aérobie, où là, on va oxygéner ses muscles. Et puis, dans des situations où il va y avoir des sprints très, très, très rapides, là, on va plus pouvoir utiliser nos mitochondries, ça va être mal oxygéné, et dans ce cas-là, on va plutôt passer par ces filières anaérobie. Et il se fait que l'apnée va être un petit peu dans cet intermédiaire où on va devoir utiliser cette voie qu'on appelle la glycolyse, donc cette voie en anaérobie, où on va apprendre finalement aux muscles à travailler sans oxygène. Donc c'est assez bien connu sur le plan musculaire, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe au niveau du cerveau, justement comment il va pouvoir gérer ces situations où il va y avoir une diminution de l'oxygène sans qu'il passe dans une rupture où la personne s'évanouit et tombe en syncope. Donc comment il va s'adapter progressivement à tolérer ce manque d'oxygène. Notre hypothèse, c'est que justement, ici, ce qui va être produit, qu'on appelle le lactate, qui est un métabolite du glucose, donc on va passer ici par la dégradation du sucre et produire un métabolite qui est le lactate, va être un apport métabolique qui va pouvoir protéger en fait les neurones en situation hypoxique. Alors, pour bien comprendre pourquoi c'est important, si on fait les rapports, justement, le cerveau est un gros consommateur de glucose, c'est aussi un gros consommateur d'oxygène. Pour pouvoir utiliser son glucose et son oxygène, il va faire des connexions entre les neurones. Il va être capable de diversifier aussi ses populations nerveuses, donc il va y avoir une coopération entre les différentes populations de cellules nerveuses. Et c'est justement ce qui va nous intéresser, comment les neurones vont pouvoir utiliser leur glucose dégradé en lactate en communiquant en différentes populations de cellules nerveuses. Alors justement, cette coopération entre les cellules nerveuses vont se retrouver dans les deux situations que je vous ai décrites. Dans la situation où on va avoir un apport d'oxygène, la situation aérobie, ici vous avez ce qu'on appelle un astrocyte, qui est une cellule nerveuse avoisinant les neurones, qui porte son nom astrocyte parce qu'elle a une forme d'étoile, qui a la particularité de faire des jonctions avec les capillaires sanguins. Elle fait des pieds, en fait, qui fait ventouse sur les capillaires sanguins, et elle communique étroitement, on appelle ça des navettes, avec le neurone, qui lui est très friand de glucose et d'oxygène. Donc, dans des situations aérobie, le neurone finalement est tout à fait capable de dégrader le glucose, les sucres, pour produire sa propre énergie cellulaire et travailler tranquillement en consommant son oxygène, en consommant sa dégradation. Donc l'oxygène bien sûr arrive par les capillaires sanguins, et il est capable de produire son énergie cellulaire et de travailler sans avoir forcément un apport des astrocytes. En revanche, en conditions anaérobie, c'est-à-dire là où il va y avoir une diminution de l'oxygène, là le glucose va arriver avec l'oxygène par les capillaires sanguins. La mitochondrie, normalement, qui est présente au niveau de neurones, a besoin d'un apport d'oxygène pour pouvoir fabriquer sa propre énergie cellulaire. Et dans ce cas, si on est en anaérobie, le neurone va être en peine pour fabriquer son énergie cellulaire. Et c'est à ce moment-là où les astrocytes vont venir coopérer avec les neurones pour les aider à produire leur énergie cellulaire. Et ils vont pouvoir, eux, dégrader le glucose selon encore des mécanismes biochimiques qu'on ne va pas détailler, et produire ce fameux lactate qui va ensuite être transmis au neurone, qui lui va pouvoir produire son énergie cellulaire. Donc il y a une véritable coopération qui arrive entre les neurones et les astrocytes en situation d'anaérobie. Ça nous intéresse particulièrement parce qu'ici à Neurospin, on a des techniques de neuroimagerie pour pouvoir justement analyser ces métabolites, et notamment le glucose et le lactate en IRM, c'est ce qu'on appelle l'IRM en spectroscopie. Et ici est représenté justement des spectres qui vont étudier non plus
le spectre du proton, de l'hydrogène, mais les différents métabolites qui vont pouvoir être produits par le cerveau dans différentes situations et dans des situations en apnée ou en ventilation, on va pouvoir comparer dans l'IRM quelles vont être les variations de ces métabolites et on va pouvoir justement vérifier s'il va y avoir des variations de glucose et de lactate à l'intérieur de l'IRM. Alors pourquoi c'est important? C'est parce qu'il y a de grandes hypothèses de plus en plus sur le fait que le lactate va être un neuroprotecteur en cas d'hypoxie. Comme je vous l'ai dit, c'est le substrat énergétique préférentiel des neurones pour protéger le cerveau lors d'un effort intense. Et sa conversion, du coup, en pyruvate puis en lactate, est facilitée dans des conditions de disponibilité réduite de l'oxygène. C'est ce qu'on vient de voir ensemble, donc dans des conditions hypoxiques. Donc ça devient une forte hypothèse pour nous pour vérifier si ça va être un neuroprotecteur. On sait aussi que la libération de lactate cérébrale augmente pendant l'hypoxie et que ça va contribuer jusqu'à 9% du renouvellement total de l'énergie cérébrale pendant l'hypoxie. Donc si on arrive à vérifier qu'il va y avoir une capacité dans des apnées volontaires de libérer ce lactate qui est neuroprotecteur, ça peut peut-être nous donner des pistes thérapeutiques quand il y a des hypoxies accidentelles pour pouvoir en quelque sorte réentraîner le cerveau à produire son propre lactate. Et dans ce contexte, les études qui sont faites en spectroscopie, en IRM, vont nous donner de bons indicateurs d'études du lactate. À ce jour, les mécanismes moléculaires qui sont responsables du niveau élevé de lactate pendant l'hypoxie, ce sont vraiment des phénomènes qui restent encore à élucider. Ce sont des pistes assez novatrices, notamment au niveau de l'hippocampe. Et une hypothèse intéressante est que le lactate est augmenté suite, du coup, à une glycolyse astrocytaire, c'est-à-dire la coopération que je vous ai montré tout à l'heure entre les neurones et les astrocytes. C'est ce qu'on essaye de capturer avec Valérie. Couplé à ça, il faut bien sûr vérifier si en cas d'hypoxie, il n'y a pas de trouble mnésique qui va justement nous permettre de conforter que le système est capable de se protéger. Et du coup, une façon de pouvoir le vérifier, c'est d'étudier cette structure qui est l'hippocampe. Alors l'hippocampe, il a comme particularité d'être formé par différentes régions à l'intérieur qui vont former comme un petit ordinateur. Et typiquement, l'hippocampe va être impliqué dans les souvenirs de votre vie dans un contexte spatial et temporel. Et pour vous donner un exemple où l'hippocampe est très fort, c'est vous garez votre voiture tous les jours dans la rue, mais tous les jours, vous pouvez la changer un petit peu de place. Et quand vous allez la chercher le matin, je pense que ça vous est tous déjà arrivé de vous dire « Ah, je me souviens, hier soir, je suis rentrée, du coup, elle était à tel endroit, mais peut-être que je l'ai bougé un petit peu de place. Est-ce que je me suis garée à gauche ou à droite dans la rue ?» Vous savez que c'est dans la rue, mais ça a un petit peu bougé. Donc, vous êtes obligé un peu de repasser par l'épisode de la veille pour pouvoir retrouver votre voiture. Et en fait, ce que fait l'hippocampe en permanence, c'est qu'il compare des situations pour voir si ces situations sont identiques, complètement différentes ou presque similaires. Et donc, il est comme un petit algorithme informatique à faire ces différences, différents, pareils, similaires, et il passe son temps à faire ces comparaisons. Et donc, on a des tâches qui peuvent être faites chez l'être humain ou chez l'animal, où on présente des listes soit sous forme d'images, soit sous forme d'objets, où la personne d'abord doit les apprendre et puis après on le met en situation de test et à chaque fois il doit vérifier si c'est identique, similaire. Donc par exemple, vous voyez typiquement un petit casque ici qui est un peu différent et la personne doit dire « Ah, je crois que j'ai déjà vu ça avant, mais ça ne me semble pas être exactement le même. » Donc on essaye de reproduire un peu des situations de la vie courante. Et du coup, ça implique les différents champs de l'hippocampe. Donc, on va vérifier si en situation d'hypoxie, si on fait beaucoup d'entraînement en hypoxie, est-ce qu'on continue à être capable de faire ce genre de tâches
ou si ça affecte les capacités de l'hippocampe. Et on sait aussi que le lactate est un neuroprotecteur des situations justement de la mémoire, et particulièrement il va être important dans une situation qu'on appelle la néoneurogénèse, c'est-à-dire la capacité à former des nouveaux neurones. Alors je viens tout de suite sur la diapo suivante qui est importante et qui nous intéresse particulièrement. C'est la notion de plasticité synaptique et la néoneurogénèse. Ce qu'on appelle la plasticité synaptique, c'est la capacité en fait des neurones à se connecter les uns aux autres, qui va être notamment importante dans la formation des apprentissages. Et en fait, un neurone ne vit jamais tout seul et il va toujours chercher à se connecter avec un autre neurone. Et ce contact fonctionnel s'appelle une synapse. Et nos neurones passent leur temps à se connecter les uns aux autres. Et ça, c'est un phénomène qui a lieu tout au long de notre vie. Et puis, il y a un autre phénomène qui est au niveau cellulaire aussi, qu'on appelle la plasticité, cette fois-ci neuronale. Et pendant longtemps, on a cru que la quantité de neurones qui était à notre disposition se formait in utero, et qu'après la naissance, les neurones ne se multipliaient plus, ils ne rentraient plus en division cellulaire. Et puis, dans les années 80, il y a des recherches qui sont venues bouleverser les neurosciences, et on a découvert que dans des régions spécifiques du cerveau, et notamment le bulbe olfactif et l'hippocampe, les neurones sont capables de se multiplier et de refaire des nouveaux neurones tout au long de notre vie. C'est pour ça qu'on appelle ça la néoneurogénèse, parce que dans ces régions-là et dans celles qui nous intéressent particulièrement, les neurones sont capables de se multiplier jusqu'à la fin de notre vie, ce qui pourrait certainement sous-tendre tous nos apprentissages et nos souvenirs. Donc pour résumer, pourquoi est-ce que l'hippocampe nous intéresse particulièrement dans ces situations? Si on rejoint les différents points, c'est un champion de l'adaptabilité, il est un champion de la plasticité synaptique pour soutenir nos apprentissages. C'est un site unique de néoneurogénèse puisqu'il va être capable de fabriquer des nouveaux neurones jusqu'à la fin de notre vie. C'est la structure clé de stockage de nos souvenirs de type épisode jusqu'à la fin de notre vie aussi. Et c'est la structure la plus sensible à l'hypoxie. Donc ça devient un joli modèle pour nous d'étude dans le cadre de l'apnée qui est un modèle d'hypoxie volontaire. C'est le projet Transhypoxia, du coup, qui s'intéresse à la fois aux capacités d'apnée volontaire chez l'être humain et chez le rat. Alors ça, c'est un petit exemple pour vous donner un petit peu le comparatif finalement qu'on a essayé de faire dans notre démarche expérimentale, comme quoi on n'est peut-être pas si différent en interespèces. À gauche, vous avez des apnéistes dont je fais partie sur un circuit de championnat du monde. Et à droite, c'est la piscine qu'on a mis en place avec Valérie où les rats nagent. Il faut bien rappeler qu'il s'agit d'apnée volontaire. On va le repréciser après dans l'entraînement. Et jamais, en fait, un rat est forcé à nager. C'est lui qui part volontairement, au même titre que l'apnéiste doit partir volontairement, voire même le rat a plus de chances que l'apnéiste en compétition, puisque le rat a tout le temps qu'il veut, enfin peut-être pas toute la journée, mais il part quand il le souhaite. Donc je vous dévoile pas tout, mais après, comme les êtres humains, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas, donc ça va se diversifier. Donc voilà un petit exemple pour vous donner une petite idée. Alors du côté gauche, en fait, quand les apnéistes partent, comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais d'apnée tout seul. Les apnéistes qui sont en compétition sont en immersion et vous avez des apnéistes de sécurité au-dessus qui doivent immédiatement intervenir si le seuil hypoxique est dépassé. Du coup, là, c'est des distances qui peuvent aller jusqu'à 200 mètres, je vous ai dit 300 mètres. Et du côté droit, nous avons nos rats qui sont en fin d'entraînement, au même titre que les compétiteurs en championnat du monde. C'est les plus longues distances sur lesquelles ils ont entraîné. Il ne faut pas croire que ça s'est fait du jour au lendemain. C'est Laetitia, là, qui est doctorante ici, qui entraîne les rats tous les jours, d'abord à ce qu'ils tolèrent l'hypercapnie, donc le CO2. Dévoile pas tout. Oui, et voilà.
Donc ça vous donne une petite idée un peu du comparatif de ce qu'on peut arriver à faire in fine à la suite d'un entraînement en apnée. Voilà, donc je passe, ça vous... Du coup, nos questions, c'est quelles sont les adaptations cellulaires et fonctionnelles de la formation hippocampique qui vont être mises en place lors de l'hypoxie, je le rappelle, volontaire et répétée, volontaire, sur les aspects cognitifs, sur les aspects plastiques au niveau cellulaire et sur les aspects métaboliques. Alors d'abord pour les apnéistes humains, quelques résultats. Le recrutement et l'entraînement, ça se fait en partenariat avec l'université de Rouen. Il y a 2 doctorants qui travaillent avec moi sur ces aspects-là. Il y a Julia Micot qui est ici sur les aspects de neuroimagerie et il y a Jérémy Allinger qui est aussi ici sur les aspects de physiologie et d'entraînement. Du coup, on a des groupes d'apnéistes qui sont recrutés pendant tout leur entraînement. C'est une étude longitudinale. On commence à T0 et on les suit pendant toute leur saison d'entraînement pendant 6 mois. Ils viennent à Neurospin 3 fois. Une première fois quand ils n'ont pas commencé l'entraînement pour faire leur neuroimagerie, leur suivi physiologique. Ils viennent une deuxième fois pour leur suivi physiologique et ils viennent en fin de saison pour leur neuroimagerie et suivi physiologique. Donc comme ça nous permet d'avoir tout le suivi et faire des comparaisons avec pas d'entraînement et puis la fin de l'entraînement. Et puis, ils passent différentes séquences sur le 3 Tesla de Neurospin. On mesure leur hippocampe avec des techniques de volumétrie, de segmentation de tous les sous-champs qui ont été mis au point par un logiciel de mon ancien doctorant. Et on sait, pour l'instant, chez tous les apnéistes, qu'il n'y a pas de perte de volume hippocampique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte de neurones au niveau de l'hippocampe, ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'hippocampe, même s'il y a des entraînements répétés, volontaires, en apnée, ne souffre pas. On n'a pas de déficit au niveau des neurones de l'hippocampe. On a aussi étudié leur mémoire épisodique, donc avec des tâches dont je vous ai parlé tout à l'heure, de comparaison, est-ce identique, similaire, différent. Et là aussi, on observe que les apnéistes vont bien, c'est une bonne nouvelle. Ils sont capables de faire des tâches de mémoire au même titre que les contrôles. Donc ça, c'est les comparaisons. En bleu, c'est les contrôles bleu foncé et en bleu clair, les apnéistes. Donc, quels que soient les types de tâches, items identiques, items similaires, items différents, ils ne présentent pas de déficit amnésique. Donc, ce qui est plutôt rassurant pour un sport comme l'apnée. On a aussi étudié leur métabolisme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on a essayé de comprendre avec Fosy Bouzmeber, qui est aussi chercheur à Neurospin, s'il y avait des variabilités sur leur métabolisme. Et du coup, en IRM de spectroscopie, on a essayé de voir des différences. Donc, ils font de l'apnée dans l'IRM et on a comparé avant et après l'IRM. Alors, on voit effectivement qu'il y a, en comparaison avant et après l'IRM, une consommation donc, du glucose. Ça conforte l'hypothèse qu'on avait posée sur, je vous rappelle, le fait que les neurones, ou peut-être les astrocytes, ça c'est ce qu'on doit encore clarifier, vont dégrader le glucose pour pouvoir produire de l'énergie cellulaire. Donc en situation d'apnée, c'est augmenté parce qu'ils doivent produire encore plus d'énergie cellulaire. Et puis on voit aussi des variations de lactate chez les apnéistes, comme attendu, pour pouvoir justement répondre à cette consommation d'énergie cellulaire en apnée. Donc on est en train de continuer cette étude. Pour l'instant, on a fait passer 20 contrôles. On en est aussi à 18 apnéistes, mais on est en pleine acquisition. Donc c'est un petit peu un teasing ce que je vous présente. Et Julia est en pleine thèse avec Jérémy. Donc la suite de tout ça ne devrait pas tarder à arriver dans quelques mois. Alors pourquoi on a besoin de l'animal? Pourquoi est-ce qu'on va devoir aller chez le rat? Parce qu'on doit finalement, on peut observer au niveau de l'être humain tout ce qui est au niveau cérébral, aire cérébrale, métabolisme, mais pour pouvoir comprendre ces problématiques de plasticité synaptique, de néoneurogénèse, on doit descendre au niveau de la cellule.
Et même si on progresse au niveau technologique, dans des centres de recherche comme ici, on n'arrive pas encore à descendre dans une telle résolution spatiale. Et du coup, on va aller voir ce qui se passe chez l'animal. Et donc, je passe la main à Valérie pour nous expliquer ce qui se passe chez l'animal. Alors oui, chez l'animal, en fait, le défi, ça a été comme disait Marion tout à l'heure, c'est le côté volontaire et le côté presque plaisir. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller mettre l'animal dans l'eau, sous l'eau, de le faire se stresser, de le faire... c'est pas le but du tout. Enfin, je pense que les apnéistes ne stressent pas trop. Enfin, en compétition peut-être, mais pas... mais en tout cas, le but, c'était vraiment d'arriver à trouver... Donc ça a été vraiment le défi. Quand Marion est venue m'en parler et me dire ça, je dis, ça, va falloir y travailler sérieusement. Et du coup, en fait, la question du rat apnéiste, ben, c'est effectivement, c'est comme les humains, d'une certaine manière, c'est que on n'est peut-être pas tous envie d'aller dans l'eau. Il y a des apnéistes, puis il y a des personnes comme moi qui n'aiment pas trop l'eau, par exemple. Donc, il faut arriver à trouver quelle est la bonne espèce. Donc, la bonne espèce, on a pensé au rat, parce que le rat, c'est quand même très similaire à l'homme, heureusement. Ça aussi développe ça a des comportements très complexes et cognitifs très complexes, mais c'est surtout que ça a un attrait naturel pour l'eau. Donc on s'est dit, c'est peut-être quand même la bonne méthode. Et puis on a quand même des outils aussi, justement, d'analyse cellulaire sous la main. Mais on a plusieurs choix en fait en recherche. Souvent, on a plusieurs souches, qu'on appelle des souches ou des lignées, qu'on utilise en recherche pour différentes raisons. Certaines, par exemple ici à gauche, le sprague de lait est souvent utilisé pour tout ce qui est neurosciences fondamentales. Donc on a beaucoup d'informations en fait sur cet animal et sur son cerveau et sur la façon de fonctionner, la plasticité synaptique et la neurogénèse. Et le long Evans à droite, qui est aussi très utilisé, plus dans ce qui concerne les neurosciences cognitives. Et il est très explorateur, très actif. Indépendamment du fait qu'ils sont visuellement différents, qu'il y en a un qui est albinos et l'autre qui est une vision pigmentée, un œil pigmenté, ils ont aussi des origines de croisements différents qui peuvent être intéressants pour nous. Qui est pour le sprague de lait, en fait, dans les deux cas, la femelle mère est d'une lignée qui s'appelle Wistar, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais le mâle, d'un côté, on ne sait pas trop de son origine. En revanche, le mâle, côté long Evans, on sait que c'est un animal sauvage, c'est un rat sauvage, le Ratus norvegicus. Et donc on s'est dit, on va déjà comparer ces deux lignées-là, parce qu'il ne s'agit pas de lancer toute une série d'expérimentations sur des animaux dont on ne connaît pas trop leur capacité, et on veut choisir le meilleur modèle. On veut trouver notre champion, en fait. Donc on est parti sur cette comparaison, enfin quand je dis on, Laetitia, on est parti sur cette comparaison. Donc comment est-ce qu'on va procéder pour l'entraînement, pour ce côté justement volontaire? C'est qu'en fait on va mettre au départ les animaux, on va prendre des animaux juste après le sevrage, en fait, ici à 23 jours. Pourquoi après le sevrage? C'est un petit peu, on est un petit peu, comment dire, anthropomorphique. On s'est dit, on va faire comme chez l'homme. C'est quand même mieux le bébé nageur si on veut pouvoir après avoir un être humain qui aime l'eau. Donc, on va prendre le petit à peine sorti. Et puis, ils sont aussi beaucoup plus explorateurs, beaucoup plus vifs, beaucoup plus curieux. Donc, on les met tous en petits groupes dans ce labyrinthe. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est en fait un labyrinthe qui est en serpentin, comme ça, avec plusieurs sorties. Et donc, au départ, il s'agit pour l'animal d'aller explorer pour pouvoir qu'il n'y ait pas le stress de la nouveauté. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir ce qui se passe là-dedans. Et puis, c'est un labyrinthe, pourquoi particulier aussi? C'est qu'en fait, pour pouvoir faire l'apnée, il faut qu'il puisse... parce que s'il n'y a pas de plafond, il va forcément être en nage en permanence. Donc, on est obligé d'avoir un plafond pour pouvoir avoir l'eau qui va au-dessus. Mais on ne peut pas non plus le bloquer complètement s'il se passe quelque chose et qu'on a besoin de le sauver, un petit peu comme les apnéistes à côté qui viennent vous aider s'il y a un problème. Là, c'est pareil. Donc, en fait, on a un système de plaques qui permet d'ouvrir, d'aller récupérer l'animal dès l'instant où on sent qu'il y a éventuellement un moment de panique, s'il y en a. Ils n'en ont pas beaucoup, honnêtement, parce qu'eux, ils aiment ça. Et donc, on commence au début avec une distance assez courte, parce que le but, c'est justement, ça va être de leur faire, sur une petite distance, un pré-entraînement, où on va progressivement monter l'eau, tout doucement.
Et donc au début, ils pataugent, et puis petit à petit, à un moment donné, ils sont obligés de nager, ça c'est à peu près à 7 cm. Et puis quand on va monter à 10,5, 11 cm, là ça commence à être au-dessus de la plaque du dessus, et donc là ils sont obligés d'aller en apnée, obligés s'ils veulent y aller. Mais pour y aller, ils seront sous l'eau. Et donc quand je dis c'est le choix, quand on disait du choix, c'est qu'effectivement sur cette distance 1, donc ça se fait comme ça sur 2 semaines, on commence avec le lundi en nage, donc le niveau d'eau est modulé. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi en apnée. Le samedi, nage. Et le dimanche, repos. Comme tout le monde, nous aussi. Et du coup, c'est en fait sur cette première distance, qui fait 5 mètres, qu'on voit émerger en fait 3 types d'animaux. Des animaux qui vont être nos apnéistes champions, des nageurs qui n'aiment pas trop être en apnée, et puis ce qu'on appelle les no-go, c'est je veux pas y aller, non, j'irai pas. Donc, c'est ces trois-là. Alors, pour vous donner cet exemple-là, c'est qu'effectivement, là, pour montrer vraiment le côté volontaire, c'est qu'en fait, à gauche, là, je vais vous mettre en route, on va vous présenter un no-go, celui qui ne veut pas y aller. C'est clair. On le met donc sur son petit piédestal, et puis, j'y vais, non, j'y vais pas, j'ai pas du tout envie d'y aller, non, retour. Donc, on le reprend, Laetitia le reprend. Et puis à droite, en revanche, c'est l'exemple d'un apnéiste comme ça. Et du coup, hop, il y part tout de suite. Donc lui, pas de problème, ça le branche. Et donc quand il sort, ici, voilà, Laetitia le récupère. Et puis dans les deux cas, de toute façon, on les récupère, on leur donne une petite friandise parce que c'est sympa quand on a un petit truc sympa, sucré, chocolat, enfin bref, petit gâteau. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a dégagé en fait nos deux groupes, on a des groupes donc d'apnéistes et de nageurs, on va pouvoir partir sur l'entraînement. Donc on sait qui aime ça, et donc ce qu'on va faire, c'est que petit à petit, à raison de 2 semaines d'entraînement, on va pouvoir grimper à 7 mètres, à 9 mètres, à 11 mètres. Et quand on a comparé nos deux souches, on s'aperçoit qu'en fait, effectivement, les long events sont nos champions. Marion, elle est dans ce groupe-là. Parce qu'on peut voir qu'effectivement, parmi tous nos animaux long events, on a à peu près 78% qui sont apnéistes, alors que chez les spragdolets, ça n'est que 31%. Et puis en plus, quand on continue à les entraîner à distance 4, on s'aperçoit que il y a les spragdolets ont un peu de mal, il y en a qui abandonnent, qui disent non, finalement, c'est pas drôle votre truc, alors que les long events continuent sans problème. Et on en a même qui aiment tellement ça, on voit, donc les spragdolets, eux, quand ils vont en apnée, ils vont directement jusqu'au bout, ils se baladent pas. En revanche, nos long events se baladent, et c'est presque Laetitia qui stresse en se disant mais il va finir par me faire une syncope celui-là. Et en fait, on a notre champion, notre Marion, qui s'appelle 2 minutes. Là, on va l'appeler comme ça. 2 minutes, c'est quand même pas mal par rapport au championnat 4 minutes chez l'humain. 2 minutes pour un rafle, là. Et en fait, là, on est en train de faire une nouvelle expérimentation, du coup, avec cette souche-là. C'est donc cette souche-là qu'on a choisie pour pouvoir faire toute l'analyse, justement, que je vais vous montrer derrière, similaire à celle de chez l'homme, plus l'aspect cellulaire qu'on peut atteindre chez l'animal. Et donc, dans la nouvelle qui est en cours, puisque là, ils sont en début de distance 2, et pareil, sur 14 rares long events, on a toujours 79% d'apnéistes, 31% de nageurs. Donc on a vraiment trouvé notre lignée championne. Et donc on continue avec cela. Et donc on a commencé, mais vous n'aurez pas beaucoup de résultats parce que ça vient juste de démarrer. En fait, nos animaux là sont passés en IRM, c'était quand, jeudi et vendredi dernier. Sur la distance 1, et donc on attend encore 6 semaines pour arriver sur la distance 4 pour pouvoir comparer. Et donc là, c'est en IRM, donc la neurospin, ça c'est l'avantage d'être juste à côté, c'est qu'on va pouvoir aller analyser au niveau de l'hippocampe précisément l'analyse spectrométrique pour pouvoir voir les amplitudes et les largeurs de pic qui correspondent au glucose, à l'hémoglobine oxygénée ou au lactate. Le lactate étant bien évidemment notre intérêt de premier.
Donc, c'est pareil, c'est le teasing, ce sera peut-être l'année prochaine qu'on aura des résultats. On reviendra, vous reviendrez. Et l'autre partie, qui est là un peu plus spécifique à l'animal, c'est l'intérêt de l'animal aussi, c'est qu'effectivement, on va pouvoir aller regarder la neurogénèse et la plasticité synaptique. Donc là, en fait, c'est juste pour vous donner des exemples. Donc, comme disait Marion tout à l'heure, il y a une prolifération cellulaire. On a des marqueurs en immunohistochimie qui nous permettent d'aller regarder au niveau de l'hippocampe et des différentes régions de l'hippocampe si on a plus de cellules, nouvelles cellules, si on a ces cellules, une fois qu'elles sont différenciées, est-ce qu'on a plus de neurones qui sont immatures? Donc ça, c'est un autre type de marqueur immunohistochimique qu'on peut utiliser. Ou même, on va pouvoir analyser est-ce qu'on a de plus d'astrocytes. Et puis, on va même pouvoir voir si ces nouvelles cellules peuvent éventuellement, au cours de la maturation et de s'intégration dans les réseaux, il va y avoir une meilleure survie. Et donc, ça pourrait, permettre, aider en fait à l'adaptabilité en fait des circuits et de l'hippocampe. Et on a une autre analyse possible qui est en fait l'analyse d'effets dynamiques où on va pouvoir avoir, là c'est encore un autre marqueur immunohistochimique de plasticité, celle-là, de plasticité synaptique, et ça, on va pouvoir aller regarder. Donc là, c'est l'exemple d'un gyrus denté, d'un apnéiste et d'un no-go, celui qui ne veut pas y aller. Et on peut voir, là, ces petits points rouges, ce sont en fait les cellules qui ont été activées au moment de l'apnée. Et donc, on va pouvoir comparer entre les différents groupes d'animaux si on a effectivement une activation plus forte de marqueurs de plasticité. Est-ce qu'effectivement, donc, du coup, l'apnée elle-même a engagé et a déclenché une plasticité particulière sur certaines zones, comme le gyrus denté, et même si ce sont des neurones qui sont immatures, qui sont aussi plus plastiques et qui permettraient éventuellement qu'ils soient mieux intégrés dans le réseau. Donc là, pareil, c'est en cours. Et Alors, en conclusion, on cherche donc à mettre en évidence ces mécanismes d'adaptation au niveau notamment de l'hippocampe. Dans ces situations d'hypoxie intermittente volontaire, on est vraiment du côté volontaire. Évidemment, on a des perspectives du point de vue de la santé publique, de tout ce qui est l'importance du sport, du point de vue des populations, tant du point de vue jeunesse que les populations vieillissantes. Si on arrive à essayer de mettre en évidence l'importance de cette plasticité au niveau des populations cellulaires. Sur le plan aussi des thérapeutiques, ça peut avoir des perspectives au niveau pharmacologique. Si on arrive à identifier un composé protecteur, notamment au niveau du lactate, et puis peut-être qu'on aura d'autres métabolites qui vont apparaître. Voilà, peut-être des mises en place d'un outil pharmacologique, c'est un petit peu les idées qui sont en suspens. Du point de vue des thérapeutiques, si on arrive justement à montrer que l'hypoxie intermittente volontaire permet de répondre à une neuroprotection, est-ce que ça pourrait avoir aussi des perspectives quand il y a des hypoxies accidentelles, des interventions immédiates? Il y a quelques études qui ont mis en évidence justement chez le murin que de pouvoir faire des hypoxies intermittentes volontaires pouvait réactiver très rapidement le lactate après des hypoxies néonatales, ou alors des injections in situ, c'est-à-dire immédiatement après un accident vasculaire cérébral chez des petites souris, en fait, permet aussi une récupération plus rapide du tissu cérébral. Donc, on conforte un petit peu toutes ces hypothèses. Voilà, donc on est vraiment c'est pas uniquement du côté sportif, on essaye de rejoindre aussi des perspectives thérapeutiques. Voilà, donc pour terminer, on remercie toutes les personnes qui sont nos collaborateurs dans ce projet, qui est à la fois transversal en interespèces et longitudinal, qui est aussi à plusieurs outils. Et puis on remercie les apnéistes, tant bipèdes que quadripèdes, et qui sont essentiels dans ce projet. Et évidemment, les doctorants qui sont premiers acteurs avec nous dans ce projet. Voilà, et merci de votre attention.